C'est parti pour ce nouveau numéro de votre magazine Entretien. Madame, Monsieur, vous nous suivez partout, vous faites bien. Pour ces nouveaux numéros, nous recevons pour vous Madame Caroline Pindi-Nora. Elle est présidente de l'ONG 1000 et un espoir, avec elle on va réfléchir à haute voix sur les violations faites aux femmes. Madame Caroline, bonjour et bienvenue. Bonjour, Jérès, merci beaucoup. Vous êtes très à l'aise. Voilà, j'ai à vous présenter d'une manière laconique. Vous allez nous dire qui êtes-vous en quelques mots, à part le fait d'être présidente de l'ONG 1000 et un espoir. Merci Jérès. D'abord, je suis Madame Caroline Pindi-Nora. Oui. Je suis architecte de mon état, architecte de formation. Je suis également présidente de l'Association des femmes architectes du Congo. Et présentement, je coordonne également le réseau Ekoki Inatosha que préside Madame Marie-Josée Ifoku. Donc c'est un réseau qui regroupe toutes les associations qui militent pour les droits des femmes. Voilà, et je travaille au bureau de coordination et de suivi du programme Séno-Congolais comme expert. C'est rattaché à la primature. Voilà, vous faites beaucoup de choses à la fois, Madame Nora. Dites-nous, comment faites-vous pour entrelacer toutes ces tâches? Vous faites comment? C'est la passion. Votre secret, c'est quoi? C'est la passion. Okay. J'ai une passion particulière pour la femme. Okay. Parce que le point commun de tout ça, c'est la femme. Donc déjà dans l'association des femmes architectes du Congo, je travaille pour la profession, pour promouvoir l'architecte aux femmes et le métier. Et pour 1000 et un espoir, je travaille pour lutter efficacement afin que les droits des femmes soient respectés. Voilà, on va d'abord parler de votre ONG. C'est depuis combien de temps qu'elle existe déjà, 1000 et un espoir? Oui, 1000 et un espoir existe depuis 2018. Et on a plusieurs actions qu'on a déjà menées. Entre autres, des sensibilisations sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire. On avait commencé, mais on a dû arrêter à cause de la Covid en 2019. On a organisé plusieurs conférences sur les violences conjugales. On a également fait des dons dans les maternités. Et en mars 2021, on a organisé une grande campagne de consultation gratuite, gynécologique et psychiatrique pour des femmes. Et plusieurs femmes se sont inscrites, hein, en tout cas, et elles ont même été prises en charge. Sur le terrain, les retombées est-elle positive? Tout à fait, parce qu'il y a des femmes. En fait, le but c'était de détecter des femmes qui souffraient d'endométriose. Ok. Voilà. Donc, on avait fait on a créé une plateforme avec 4 autres associations. Donc, il y avait l'association des femmes musulmanes de la RDC, il y avait la fondation Monzango Sibo et l'association des femmes battantes. On était à 4. Donc, on a organisé cet événement-là. Au mois de mars, on a enregistré les femmes pendant 3 semaines à peu près. Et après, on a consulté les femmes. Et celles qui étaient diagnostiquées malades d'endométriose ont été prises en charge. La plupart ont été opérées. Et bon, voilà, les retombées étaient bonnes. Mais vous savez, quand vous évoluez sur fonds propres, c'est pas évident. À un moment, on s'est retrouvé assez coincé. Mais bon, on a fait ce qu'on pouvait. Voilà, Madame Caroline, dites-nous, votre structure, elle est organisée comment? Selon nos recherches, nous savons que Dorcas Doumé, elle est chargée de la communication, et M. Eric, chargé de relations avec le public. Alors, vous n'êtes au nombre de 3 dans votre structure? Non, pas du tout. J'ai une vice-présidente, Madame Bijou Makolo. Ok. J'ai également une secrétaire générale, Madame Jeannette Messanvie. Okay. Et on a également un chargé de logistique. On a également plusieurs membres en fait. Hein. Pourquoi avoir choisi le nom de votre ONG 1000 et un espoir? Qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation? C'est une très bonne question parce que 1000 et un espoir, c'est en fait le nombre de possibilités que nous offrons à la femme de s'épanouir. Voilà pourquoi on a dit 1000 et un, pour dire que c'est en fait un nombre infini. On a
plusieurs manières qu'on va utiliser, qu'on va mettre en place, plusieurs actions qu'on mettra en place pour aider la femme à s'épanouir, aider la femme à sortir de son silence, aider la femme à vraiment à trouver sa place au sein de la société. Voilà, chaque structure du mois, celles qui sont sérieuses, militent pour une vision. Votre ONG a quoi comme vision? C'est quoi votre vision? La vision, la vision, elle est claire. Okay. C'est vraiment arriver à faire respecter les droits de femmes dans notre pays. C'est ça la vision. Il faut que, aujourd'hui, une femme ne peut pas se promener à 23 h seule dans la rue parce qu'elle a peur. Elle a peur d'être violée, elle a peur d'être agressée. Et tout ça, il faut qu'il y ait des gens qui bougent les lignes pour que les choses soient rétablies, pour que nous tous nous sentions en sécurité dans notre pays. Vous voyez? Donc la vision, c'est vraiment arriver à faire respecter les droits des femmes et arriver à faire en sorte que toutes les femmes soient épanouies en RDC. Voilà, au-delà des visions, il y a aussi des objectifs. Oui. Vous, étant que présidente de cette grande corporation, quels sont les objectifs que la structure milite ou soit vise pour atteindre? En tout cas, nous comptons d'abord sensibiliser au maximum les jeunes. Ok. Parce qu'on a compris que, je sais que vous serez d'accord avec moi, que pour arriver à redresser une... C'est plus facile de redresser une plante qu'un arbre. Okay. Donc pour arriver à changer de mentalité, pour arriver à créer une nouvelle classe des jeunes, des personnes responsables plus tard, il faut attaquer à la base. Donc notre stratégie est celle de sensibiliser les jeunes. Sensibiliser les jeunes sur toutes les thématiques qui ont trait aux violences basées sur les genres. Le harcèlement sexuel, les violences conjugales, le viol, le mariage précoce, donc toutes ces choses-là, on est même dans la santé reproductive de la femme. Okay. Voilà, avec les protocoles de Maputo, tout ça. Donc on est vraiment axé sur tout ce qui pourrait nous aider à sensibiliser les jeunes sur les grandes questions qui tournent autour des violences basées sur le genre. On va parler de le plan d'action de votre structure. Sur le terrain, vous avez énuméré des objectifs, votre vision et ce que vous attendez faire. Le plan d'action sur le terrain, vous faites comment pour atteindre ces objectifs? Vous procédez de quelle manière? Déjà, nous avons un grand outil. Nous utilisons plus la bande dessinée. Okay. Nous utilisons la bande dessinée parce qu'aujourd'hui, on a compris que les jeunes ne lisent plus. On en parlera même dans cette émission. Oui. Hey. Alors, on utilisera comme support la bande dessinée, c'est ce qu'on fait, pour transmettre en fait le message de façon assez fluide chez les jeunes. Okay. Parce que lorsque vous avez un livre sans image, généralement les jeunes, bon, quand ils voient un gros livre comme ça sans image, bon, enfin, il peut commencer à lire et puis à un moment il laisse tomber. Mais quand il a devant lui une bande dessinée avec des images, une bande dessinée bien travaillée et tout, ça captive déjà l'attention et il a envie de savoir, d'aller jusqu'au bout, de savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce qui est raconté dans cette bande dessinée, quel est le message transmis, et c'est là justement c'est là que nous trouvons en fait notre plaisir ou notre joie en fait. Voilà, le samedi dernier vous avez organisé une activité à l'hôtel Sulutani. Ouais. Vous avez, c'était le vernissage de votre bande dessinée qui entre juste dans ces combats que vous menez depuis 2018. Dites-nous, pourquoi avoir opéré le choix de véhiculer votre message par le biais d'une bande dessinée alors qu'il y a plusieurs canaux, la musique, théâtre? Pourquoi avoir jeté votre dévolu sur la bande dessinée? Vous savez, comme je l'ai dit précédemment, il faut réconcilier le jeune avec la lecture. Okay. C'est très très important. C'est pas facile. Un esprit vous savez, une personne qui ne lit pas, un esprit qui ne lit pas est comparable à un corps qui ne mange pas. Okay. Lorsque vous ne mangez pas, vous maigrissez. Alors que c'est la même chose pour la lecture. Lorsque vous ne lisez pas, votre esprit maigrit. Alors, la meilleure façon d'apprendre, c'est la lecture. J'ai vu des gens qui n'avaient pas fait des longues études, mais qui sont aujourd'hui compétitifs, qui sont très cultivés juste parce qu'ils lisent beaucoup. Okay. Alors, le challenge, c'est justement de réconcilier le jeune avec la lecture. Le jeune est versé vraiment dans la musique, dans tout ce qui n'est pas, enfin, tout ce qui n'honore pas. Hein? Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup de
Du modèle, de repère. Non, pas seulement de modèle, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'ils n'ont pas... on ne les aide pas à s'amuser correctement. Okay. Alors que, avec la bande dessinée, comme je viens de vous le dire, ils plongent dans un univers. Petit à petit, il reprend goût à la lecture. Madame Caroline, je vous prends au mot. Vous l'avez si bien dit que le jeune ne sont pas vraiment trop dans la lecture. Vous avez opéré votre choix afin de véhiculer votre message par le biais d'une bande dessinée. Pensez-vous que votre message sera capté? Absolument. Mais le jeune n'aime pas la lecture. Non, pourquoi? Parce que j'ai utilisé les images. Okay. Vous savez, dans la pédagogie, je n'ai pas fait la pédagogie, mais voilà, comme je lis beaucoup aussi, on a ce qu'on appelle le matériel didactique. Okay. Donc ce que vous dites doit être illustré, en fait. Ce que le professeur dit doit l'illustrer par un dessin ou par quelque chose. Et ça, c'est un outil très important pour faire passer un message, le visuel. Avec la bande dessinée, le jeune a devant lui des images et il comprend mieux le message que vous êtes en train de vous essayer de lui transmettre. Voilà pourquoi j'ai vraiment tablé sur ça. Et dans les jours à venir, on va même passer par des dessins animés parce qu'on a vraiment besoin de toucher toutes les couches de la population, même les petits enfants. J'ai fait un voyage bref en Chine une fois et ce qui m'a marqué, c'est que quand vous suivez leur chaîne de télé, ils transmettent de petits messages par le biais des dessins animés aux enfants. Donc on apprend aux enfants, par exemple, comment respecter les adultes, comment traiter les vieilles personnes. Et ça, c'est au travers des dessins animés. Ce qui fait que l'enfant est captivé par l'image et du coup, il suit, il comprend. Et ils sont arrivés comme ça à créer une société avec des enfants qui respectent les adultes, qui respectent les personnes de troisième âge. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on est en train de gérer les choses, essayer de voir même comment développer des dessins animés autour de toutes ces thématiques, comment développer même une application autour des thématiques de violence basées sur le genre. Donc c'est tout un projet en fait. Si je comprends bien, parmi vos cibles, vous avez cité les enfants, les jeunes, les femmes, les hommes. Même les hommes. Même les hommes. Parce que le jour de votre conférence, l'homme a attaqué les hommes pour dire que ce sont les hommes même qui sont auteurs, qui sont agents causaux même de ces violations. Absolument. Je sais que beaucoup de gens disent non mais bon, nous aussi on est violés par les femmes. Je sais Bien pas, sûr que oui. Je ne sais pas ce que vous entendez par là. Je l'ai même dit à Elie Mouiroua, il y a aussi de femmes comme ça qui violent des hommes. Violer les hommes, bon, c'est déjà très difficile de violer un homme. À moins que ce soit un enfant. Pas impossible. Oui, à moins que ce ne soit un enfant parce que on est peut-être à la télé, mais pour qu'un homme puisse passer à l'acte sexuel, il y a des préalables. Je vous relance, il y a même un pasteur qui a témoigné récemment. Quand il était encore un petit garçon, la bonne a abusé de lui jusqu'aujourd'hui, il est traumatisé. Oui, les petits enfants, ça c'est vrai. Oui. C'est vrai qu'il y a des petits garçons qui sont abusés par des adultes. Oui. Ça, c'est pas faux. Parce qu'en fait, là, la personne, même la bonne, ou que ce soit un homme ou quoi, parce qu'il y en a qui sont homosexuels et tout ça, des pédophiles, en fait, ils sont abusés de par leur naïveté, de par leur innocence. Donc l'enfant pense bien faire. Et il veut plaire en fait à l'adulte. Et c'est là maintenant qu'on parle des violences. Mais lorsque c'est un homme adulte, comment allez-vous obliger un homme adulte de passer à l'acte sans que lui-même ne soit consentant? Exemple simple. Il y a une dame qui est chef d'entreprise. Vous obligez à votre chauffeur, si tu refuses de coucher avec moi, je te chasse du boulot. N'est-ce pas là une sorte de violence? Tout à fait, absolument. Ça, c'est une forme de violence. Et moi, je fustige cela. Mais dans votre structure, vous ne militez pas pour ça? Bien sûr que si. On a même des projets par rapport à ça. J'ai un projet, on ne va pas tout déballer ici. Un projet pour la prise en charge, par exemple, des hommes violents. Parce qu'on voit toujours les femmes battues, Mais est-ce qu'on essaie de comprendre le problème en amont? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces hommes-là deviennent violents? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Oui, mais il ne faudrait pas mal comprendre ça. Dans le sens de... Parce que beaucoup de gens, quand je dis ça, ils pensent, voilà, sûrement la femme a fait quelque chose pour que l'homme le batte. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens... On ne peut pas poser un acte seulement comme ça. Il faut qu'il y ait de raisons qui motive à faire que l'acte soit posé. Voilà pourquoi je parle du côté psychologique. C'est-à-dire que c'est des personnes malades. Un homme
violent envers sa femme a sûrement eu des mauvais exemples. Il doit avoir évolué dans un foyer, dans un environnement. Les hommes qui battent leurs femmes sont des hommes malades. Absolument. Ok. Bon. Est-ce que vous serez capable de battre votre femme? Les hommes, vous qui nous suivez à la maison, on croit, madame. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il y a des femmes, moi je suis les femmes, j'encadre des femmes. Permettez-moi de passer mon message. Oui, allez-y. Vous les hommes, j'allais citer 2-3 noms, mais je me réserve. Vous les hommes qui battez vos femmes, vous êtes malades. Madame, continue. Oui, parce que vous savez, quand une personne est équilibrée, ok. Quand une personne est équilibrée, elle cherche des solutions à l'amiable. Lorsqu'un homme bat sa femme juste parce que le repas est froid. Mais la femme est impolie. Mais une femme ne devient pas impolie pour rien. Vous savez. Un homme aussi ne bat pas une femme pour rien. Voilà pourquoi je dis la prise en charge des hommes violents est plus psychologique. Je dis ça pourquoi? Parce que la plupart des femmes... Non, mais justement, la femme devient impolie face à, par rapport à plusieurs événements qui se sont passés dans le... Parce que vous n'êtes pas marié. Hein. Alors, vous n'êtes pas marié. Je me marie d'ici là. Ah, voilà. Moi, j'ai 14 ans. J'ai 14 ans de mariage. Et je sais ce que c'est. Je pense que les personnes qui sont mariées aujourd'hui comprennent de quoi je parle. Okay. Dans le mariage, il y a à boire et à manger. Et à vous savez? Et à vomir, voilà. Okay. Et normalement, l'homme d'ailleurs, et l'homme et la femme ont des bons fonds. Ok? Quand un homme vient au monde, il vient avec un cerveau formaté. D'accord? Quand tu viens au monde tu as un cerveau formaté. Donc, tout ce que tu deviens adulte, ce sont les informations que tu as eues autour de toi. Entre autres, tes parents. Si aujourd'hui tu marches, c'est parce que tu as vu tes parents marcher. Si tu parles, c'est parce que tes parents t'ont parlé. Si aujourd'hui tu naissais dans, je sais pas moi, dans la forêt équatoriale, mais tu ne saurais ni parler, tu réagirais exactement comme les chimpanzés. Donc, ce qui veut dire que tout ce qu'on devient, c'est à cause de l'influence de la société, de l'environnement dans lequel on évolue. Donc, un homme qui frappe sa femme doit avoir évolué dans un environnement nocif. Il a peut-être vu son père faire la même chose avec sa mère. Ou peut-être un membre de sa famille faire la même chose avec sa mère. Ou même il a peut-être été éduqué de cette façon-là. Donc c'est pour les femmes d'ailleurs aussi, quand vous parlez d'impolitesse et tout ça, bah, effectivement il y a des femmes qui ont été mal élevées. Je ne prends pas toujours le parti de la femme et tout, mais dans tout ça c'est trouver le juste milieu. Est-ce que si vous avez une femme qui est déjà de 1, vous avez eu le temps d'observer votre fiancé avant de l'épouser, c'est pas pour rien qu'il y a une période de fiançailles. Mais il y a des ceux qui cachent leur comportement. Hein. De la même manière qu'il y a des hommes aussi qui cachent leur comportement. Vous défendez très bien les femmes. Mais je suis une femme. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis une femme. Oui, donc c'est pour dire que chaque personne devient en fait soit la meilleure version d'elle-même ou la mauvaise version d'elle-même sur base de ce qu'il a comme information, ce qu'il emmagasine comme information autour de lui. Oui. Donc, par rapport à ça, comme j'ai dit, le projet des hommes, la prise en charge des hommes, c'est vraiment essayer de soigner les hommes. Ce n'est pas un problème, c'est pas dégradant de dire qu'on est malade. On a des problèmes psychologiques. C'est pas dégradant. Vous savez, en Europe, il y a des gens qui vont se faire, qui ont des rendez-vous avec leur psychologue pour être équilibrés. C'est pas fréquent ici à Kinshasa. Vous voyez? Et pourtant, c'est quelque chose qui est déjà important. Voir un psychologue. Il y a même dans les écoles. Dans les écoles, normalement, on devrait mettre des psychologues dans les écoles. Okay. Pour suivre des enfants. Il y a des enfants, vous imaginez, il y a des enfants, cet enfant ne réussit jamais, il a un comportement assez trouble, il est tout le temps au boulot. Mais vous ne savez pas, peut-être que cet enfant évolue dans un foyer déséquilibré. Et comment solutionner, comment détecter ce problème? C'est grâce aux psychologues. Voilà, Madame Noura, dans votre structure, concernant toutes ces femmes qui ont subi ces genres de violences, que faites-vous pour aider ces femmes-là? Vous procédez comment pour récupérer ces filles violées, ces femmes violentées? Vous procédez comment? Pour le moment, d'abord, il y a un projet que nous avons qui est en cours, qui concerne les femmes victimes de violences conjugales. Okay. C'est un groupe de soutien. Un groupe de soutien pour les femmes victimes de violences conjugales. Elles se rencontrent une fois chaque semaine pour échanger. Et à chaque fois, il y a un spécialiste, un expert, pour échanger avec elles. Ça peut être un gynécologue pour leur parler des conséquences physiologiques et tout ça, gynécologiques par rapport aux violences et tout. Ça peut être un policier
Ça peut être un psychologue, justement, pour leur parler des retombées psychologiques de tout ça. Et, les pasteurs ne vous intéressent pas? Même les pasteurs aussi, même les pasteurs. Et des fois, il y a même des femmes qui ont vécu la même chose. Hein, et qui sont sortis, et qui viennent pour témoigner et pour les aider, en fait, pour les réconforter et les aider à aller de l'avant. Mais également, on a un accompagnement juridique, psychologique aussi, parce qu'on a des psychologues avec qui nous travaillons. Parce que vous savez, le viol, par exemple, c'est une expérience extrêmement traumatisante, mais les gens banalisent, en fait. Un cas de viol peut vraiment anéantir complètement la vie d'une femme. Et c'est dommage parce que les gens ne palpent pas la gravité de cet acte-là. Vous savez, comme je vous ai dit, moi je lis beaucoup. Et dans mes recherches, j'ai un livre, je suis tombée sur un livre où on expliquait en fait la violence, comment le cerveau réagit face à cet acte-là, face au viol. À un moment donné, la femme est inerte. C'est-à-dire que c'est comme si elle sortait de son corps, elle se laisse faire. Le cerveau, en fait, le choc est tellement violent que le cerveau se met en berne. Le cerveau se met en stop. La femme arrête d'exister. Arrête d'exister pour supporter cet acte-là. Et lorsque les choses redémarrent, c'est tout un système, tout son système psychologique, psychiatrique qui est biaisé. Madame Caroline, et ça, c'est très grave. Même les gens qui nous suivent à la maison se posent cette question. Voilà, c'est une question directe. Vous avez vécu ces choses, c'est pourquoi vous le défendez bec et ongle comme ça? Ou vous avez vécu avec des gens qui l'ont voilà, vécu aussi, voilà. Toutes les femmes ont été victimes de harcèlement au moins une fois dans leur vie. Vous l'avez vécu combien de fois? Oh, vous n'imaginez même pas le nombre de fois. Vous n'imaginez même pas le nombre de fois. Déjà, vous regardez comme ça. Ah, mais bon, ça a commencé très jeune, alors que j'étais à l'école d'ailleurs, secondaire. Et c'était une expérience assez traumatisante pour moi quand même. Hein, parce que je me rappelle que même pour aller à l'école, j'étais tétanisée. Quand je savais que c'était le cours de ce professeur-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de mes collègues, quand ils voient ça, ils rient, ils se rendent compte, ils se disent « Ah oui, c'est vrai », parce que on a un groupe ensemble, hein, où on échange avec, et des fois, ils me disent « Ah, le prof là, tu te rappelles ?» Et je dis bah, « Justement, c'était une expérience, mais vraiment, vraiment traumatisante. » Et la personne qui m'a aidé à surmonter ça, c'était ma mère. Parce que je suis très liée à ma mère, et on parlait beaucoup, en fait. Elle m'a vraiment aidé à surmonter cette épreuve. Et à l'université, vous savez, j'ai fait l'architecture. C'est une profession à prédominance masculine. Oui. Et la preuve, d'ailleurs, on a fini qu'à 2 dans la promotion, alors qu'on avait une centaine d'hommes. Et c'était pas facile du tout, parce que le harcèlement venait et des professeurs et des étudiants. Et à une femme comme ça, on te demande... Harcèlement ou drague? Ah, il y a une différence entre harcèlement et drague. Hein. Vous savez, quand vous faites la cour à une femme, hein, quand vous draguez une femme, il y a le respect qui intervient. Madame, permettez, vous êtes jolie. Il y a le respect. Voilà. Il y a le respect qui intervient parce que vous voulez la voir, voilà, dans les normes. Mais lorsque vous harcelez une femme, il y a d'abord une insistance, il y a la menace, il y a le chantage à l'intérieur. Et ça, c'est très grave. Parce qu'en fait, tu as l'impression d'avoir les mains liées. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je me lève. Parce que je veux que les femmes comprennent que vous avez toujours le choix. Ce n'est pas un problème de reprendre l'année parce que ton professeur t'a fait des avances et que tu as refusé. Il faut garder sa dignité. C'est important. Parce que sinon, quel genre de femmes nous aurons dans l'avenir? Si tu cèdes aujourd'hui, tu seras obligé de céder demain. Parce que quand il va te demander d'aller avec lui, par exemple, je donne l'exemple quand on est étudiante et tout, tu vas aller avec lui et il va te promettre des résultats, n'est-ce pas, des bons résultats. Si tu vas avec moi, je te donne des bons résultats. Mais est-ce que tu les as mérités, ces résultats-là? Et c'est très difficile lorsqu'on est compétente, hein, de tomber dans ça. Parce que tu es sûr de toi, tu es sûr de ton intelligence. Je vais bosser, je vais réussir. Madame Noura, il y a un problème sérieux, on doit en parler. Nous sommes déjà arrivés à la fin, je demande même 3 secondes à la régie, Madame Noura. Alors pour ces femmes qui s'habillent mal, elles sont
victimes à cause de leur accoutrement. Quel conseil pourriez-vous leur prodiguer? Vous savez, moi, je vais choquer beaucoup de gens, mais vous les hommes, vous devez refuser qu'on vous fasse ressembler à des animaux. Okay. Parce que moi, je me dis, un homme qui saute sur une femme, parce qu'elle est mal habillée, c'est un animal. Désolé de le dire. La différence entre un homme et un animal, c'est quoi? L'homme a le raisonnement, n'est-ce pas? Quand tu vois une femme, même si elle t'attire, qu'est-ce que tu fais? Moi, je peux m'habiller. Je dis, bon voilà, je dirais c'est un homme que je trouve plutôt séduisant. Je m'habille pour attirer son attention et pour que nous commencions un jeu de séduction tous les deux. C'est différent d'un viol. C'est-à-dire que tu viens vers moi pour me faire la cour et pour que, bon voilà, si ça peut aboutir à quelque chose, avec mon consentement, c'est bon. Mais lorsque toi, tu utilises ça, voilà, regarde comment elle est habillée, c'est pour ça que je saute sur elle. Mais tu n'es pas différent d'un animal. Un animal, quand il voit la bouffe, qu'est-ce qu'il fait? Un chien, il bouffe, hein, il saute dessus, même si c'est pas lui. Voilà, mais toi, tu es un homme, donc tu dois réfléchir, tu dois te dire, je peux pas, c'est pas moi, je peux pas y aller. Voilà. L'avocate de femmes congolaises, Madame Nora, je vous pose la dernière question. Voilà, il y a les autorités, il y a les femmes, il y a les hommes, les enfants qui vous suivent en ce net moment. Voilà, j'ai encore de questions, mais nous sommes pourchassés par le temps. Voilà, quel message pourriez-vous adresser à toutes ces personnes qui vous suivent en ce net moment par rapport à ces combats concernant la violation faite aux femmes? Un message venant de votre cœur pour toutes ces personnes qui vous suivent en ce net moment. La caméra est juste là devant vous. En tout cas, j'aimerais dire à mes sœurs, restons unis, soyons unis, parce que le combat pour les droits de femmes, on peut entraîner avec lui tous les autres combats. Aujourd'hui, pour que notre pays se développe, on a besoin de tout le monde. On a besoin que tout le monde mette la main à la pâte. Et il faut que les hommes, parce que ce combat-là, nous ne pouvons pas le mener seuls. Nous devons le mener avec les hommes. Donc, le féminisme, ce n'est pas contre les hommes. Nous devons le faire avec les hommes pour évoluer. Okay. Voilà. Donc, il faut que les hommes aussi, ces hommes-là, qui par exemple bloquent leurs femmes, tu as une femme qui a des compétences, tu as une femme qui est intelligente, accompagne-la à accomplir sa mission, plutôt que de coincer, non. Et j'aimerais dire aussi aux femmes il faut qu'elles restent dignes. Vraiment, maintenez votre dignité, c'est important. C'est important, il n'y a rien de plus précieux que ça. Lorsque tu as ta dignité, tu connais ta valeur. Lorsque tu connais ta valeur, il y a des choses que tu n'acceptes pas. Merci Madame Nora. Voilà. C'était un honneur de vous avoir sur ces plateaux. Je pense qu'on va s'organiser pour vous avoir encore prochainement. J'ai encore de questions à vous poser. Voilà, fin de votre émission, entretien. Vous étiez très trouvant à la prochaine.